Émile a toujours pensé qu'il connaissait Claire mieux que quiconque sur Terre. 12 années de mariage avaient bâti une intimité qui allait au-delà des mots, une compréhension silencieuse qu'il croyait inébranlable. Il en tirait une grande fierté. La façon dont ils terminaient les phrases l'un de l'autre, partageaient bientôt des blagues que personne d'autre ne comprenait et passaient des heures à débattre des livres qu'elle lisait et des projets d'ingénierie sur lesquels ils travaillaient. À 42 ans, Émile avait une carrière solide en tant qu'ingénieur civil spécialisé dans les ponts, employé par l'une des entreprises de construction les plus respectées de Bordeaux. Claire, 3 ans plus jeune, enseignait la littérature anglaise dans un lycée de banlieue réputé pour ses cours captivants et sa capacité à faire tomber amoureux de Shakespeare et de Fitzgerald des adolescents blasés. Ils n'avaient pas d'enfants, un choix mutuel fait des années plus tôt, préférant investir dans les voyages, les expériences culturelles et une vie à deux sans les responsabilités de la parentalité. Cela n'avait jamais été un problème. Au contraire, ils avaient toujours eu le sentiment d'être libres d'être eux-mêmes, d'explorer le monde ensemble sans attache. Leur amitié avec Guillaume et Nathalie avait commencé tout naturellement, presque inévitablement. Les quatre s'étaient rencontrés il y a 4 ans lors d'un club de dégustation de vin mensuel organisé dans un petit domaine viticole du centre de Bordeaux. Guillaume, 44 ans, homme d'affaires prospère, qui gérait une petite chaîne de cafés artisanaux dans la ville, dégageait une élégance décontractée qu'Émile admirait. Nathalie, son épouse de 37 ans, était photographe professionnelle spécialisée dans les portraits artistiques et les paysages urbains. Son portfolio avait déjà été exposé dans plusieurs galeries locales. Dès la première rencontre, les quatre avaient accroché. Les conversations coulaient facilement, abordant l'art, la politique, la philosophie, le cinéma indépendant et bien sûr le vin. Ils avaient commencé à se voir en dehors du club, dîner dans des restaurants charmants, soirée jeux de société chez Guillaume et Nathalie, dégustation l'après-midi dans les domaines du Médoc ou des côtes de Bourg. Émile appréciait la manière dont Guillaume remettait en question ses idées sur l'architecture et l'urbanisme, tandis que Claire était captivée par les récits de Nathalie sur ses voyages photographiques en Amérique centrale et en Asie. C'était une amitié parfaite, équilibrée, enrichissante. Quand Guillaume avait proposé le week-end sur la côte atlantique, Émile avait accepté sans hésiter. Quelques jours à visiter des domaines viticoles primés, séjourner dans un petit hôtel de charme en bord de mer, avec du temps pour se détendre et se retrouver loin de la pression du travail. Claire était ravie, elle avait désespérément besoin d'une pause, loin des piles interminables de copies à corriger et du drame des lycéens. Émile aussi ressentait le poids des délais serrés, des réunions clients à répétition et des inspections de chantier qui dévoraient ses semaines. L'idée de 4 jours sans obligation, juste de la bonne cuisine, du très bon vin et la compagnie d'amis proches, leur semblait exactement ce dont ils avaient besoin. Le séjour avait commencé un vendredi matin clair, les quatre quittant Bordeaux pour la côte en 2 SUV identiques, se retrouvant à des points stratégiques sur la route. Leur premier arrêt fut un domaine familial réputé pour son exceptionnel pinot noir de Bourgogne, qu'ils avaient choisi d'acheter en route. Ils avaient marché dans les vignes, appris les techniques de culture, puis participé à une dégustation commentée dans le Tché. Émile regardait Claire rire avec Nathalie pendant qu'elle prenait des selfies parmi les vignes, ses cheveux brillants sous le soleil d'automne. Elle paraissait si heureuse, si libre. Il avait ressenti une vague de gratitude de la voir à ses côtés. L'hôtel où il séjournait était encore plus beau que sur les photos du site. Perché sur une falaise avec une vue panoramique sur l'océan Atlantique, l'endroit mêlait luxe discret et charme rustique avec des bungalows individuels disséminés dans un jardin paysager soigné. La chambre d'Émile et Claire possédait une cheminée, un jacuzzi face à la mer et une terrasse privée où l'on pouvait écouter les vagues se fracassaient sur les rochers en contrebas. Ils avaient dû passer l'après-midi à explorer le domaine, marcher sur la plage déserte, ramasser des coquillages et parler de projets d'avenir. Claire avait confié qu'elle pensait écrire un livre, peut-être un roman inspiré de son expérience d'enseignante. Émile l'avait encouragée, disant qu'elle avait largement le talent pour cela. Tout semblait parfait. Les 2 premiers jours avaient suivi ce rythme idyllique, visite de domaines, dîner dans des restaurants étoilés, coucher de soleil depuis la terrasse de l'hôtel, un verre de vin à la main. Guillaume était un hôte généreux, insistant pour régler la plupart des repas et partageant des bouteilles coûteuses de sa cave personnelle. Nathalie immortalisait tout avec son appareil professionnel, capturant des instants spontanés qu'elle disait pouvoir transformer en un magnifique album souvenir. Émile se sentait reconnaissant pour cette amitié, pour la qualité de ses journées. Claire aussi semblait s'amuser, participant activement aux conversations, débattant politique et culture avec Guillaume, échangeant des recommandations de livres avec Nathalie. Mais ce fut la 3e nuit que tout bascula.
Après un dîner particulièrement long dans un restaurant français raffiné, où ils avaient bu 2 bouteilles de Bordeaux et une de champagne, les quatre étaient rentrés à l'hôtel vers 23 heures. Guillaume avait proposé de continuer la soirée dans sa suite, plus grande, avec une vaste terrasse face à l'océan éclairé par la lune. Émile avait accepté, encore sous l'effet agréable du vin. Détendue et contente, Claire avait pris une bouteille de Porto achetée plus tôt et l'avait emportée. La suite de Guillaume et Nathalie était vraiment impressionnante. Un grand salon joliment décoré, une cheminée au gaz allumé, des portes vitrées ouvrant sur la terrasse. Ils s'étaient installés dans des canapés confortables, la conversation reprenant aussi naturellement qu'avant. Nathalie avait servi le Porto dans de petits verres en cristal et la discussion avait commencé légère, revenant sur les plus beaux moments du séjour. Puis peu à peu, le ton avait changé. Guillaume s'était mis à parler de la façon dont la vie moderne imposait tant de restrictions artificielles, comment on était conditionné dès l'enfance à suivre des scénarios sociaux qui ne correspondaient à l'ombre pas toujours à qui nous étions vraiment. Nathalie avait approuvé, expliquant que leur couple à eux était non conventionnel, bâti sur une communication ouverte et un rejet des normes oppressives. Émile écoutait avec intérêt, mais toujours à distance, comme on apprécie une discussion philosophique abstraite. Puis Nathalie avait dit, avec un sourire mêlant défi et complicité, qu'ils avaient exploré l'ouverture de leur relation à quelques reprises. Pas souvent, avait-elle précisé, mais quand des occasions se présentaient avec des personnes en qui ils avaient confiance. Guillaume avait ajouté que cela avait en réalité renforcé leur mariage, en supprimant l'hypocrisie et le ressentiment liés au désir refoulé. Émile avait froncé les sourcils, mais ne voyait toujours pas où cela menait. Il avait regardé Claire, s'attendant à ce qu'elle partage sa surprise, mais elle semblait fascinée par la conversation, penchée en avant, les yeux brillants de curiosité. C'est alors que Claire avait dit quelque chose qui fit manquer un battement au cœur d'Émile. D'un ton désinvolte qui le troubla profondément, elle avait commenté qu'elle avait toujours trouvé fascinante l'idée de couple capable de séparer le sexe de l'amour, et qu'au fond, ce qui comptait vraiment, c'était la loyauté émotionnelle, pas l'exclusivité physique. Émile l'avait fixée, essayant de déterminer si elle jouait simplement l'intellectuelle provocatrice ou s'il y avait quelque chose de plus profond derrière ces mots. Avant qu'il puisse vraiment encaisser, Nathalie avait lancé la proposition qui allait faire voler le séjour en éclats. Et si on essayait ce soir? On échange les partenaires, sans drame, sans jalousie, juste 4 adultes qui explorent un fantasme de façon consentie. Le silence qui suivit parut éternel. Émile eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il regarda Claire, espérant qu'elle éclaterait de rire, qu'elle dirait que c'était absurde, mais elle ne fit ni l'un ni l'autre. Au contraire, elle se mordit la lèvre inférieure, un geste qu'il connaissait par cœur et qui signifiait qu'elle envisageait sérieusement la proposition. Une vague de nausée le submergea. Guillaume et Nathalie observaient, attendant une réaction. L'expression de Guillaume était calme, presque expectative. Nathalie sourit d'un air encourageant, comme si elle proposait d'essayer un nouveau restaurant. Émile se força à parler, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Tu es sérieuse, Claire ?» Elle le regarda et, l'espace d'un instant, il vit de l'hésitation dans ses yeux. Mais elle répondit ensuite, pesant chaque mot comme si elle présentait une démonstration universitaire. « Je ne vois pas où est le problème à explorer. Du moment que tout le monde est à l'aise. Le corps, c'est juste une expérience physique, Émile. L'amour qu'on a est bien plus grand qu'une nuit. » Guillaume hocha la tête. La jalousie est une émotion primitive. Les gens évolués apprennent à la dépasser. Nathalie ajouta « Ce serait une occasion de croissance personnelle, d'élargir les limites de ce qu'on pensait possible dans un couple. » Émile sentit la colère monter en lui, mais il tenta de la contenir. Il regarda autour de lui les 3 personnes qu'il considérait encore comme proches quelques minutes plus tôt et comprit qu'il était manipulé. Le voyage, les conversations intimes des derniers jours, la philosophie sur la liberté et les normes oppressives, tout cela n'avait été qu'une préparation pour ce moment. Il l'avait planifié. Claire, sa femme, la personne qu'il aimait et en qui il avait le plus confiance au monde, suggérait qu'il la passe à un autre homme, comme s'il s'agissait d'une transaction sans émotion. Et pire encore, elle le faisait avec la même logique froide et articulée qu'elle employait pour enseigner Hamlet à des adolescents. Il se leva, les tempes battantes. Attraper son manteau fut un réflexe, une occupation pour ses mains tremblantes. Quand il parla, sa voix était ferme, mais un tremblement d'émotion contenu perçait dessous. « Vous pouvez faire ce que vous voulez, moi je ne participe pas à ça. » Claire se leva immédiatement et s'approcha de lui, tentant de le raisonner.
Elle dit qu'il était étroit d'esprit, conservateur, qu'il ratait une occasion de grandir en tant que personne et de renforcer leur couple par la confiance. Émile s'arrêta à la porte et se retourna pour la regarder. Ce qu'il vit sur son visage, un mélange de frustration et de déception, comme s'il avait raté un examen, fut ce qui brisa définitivement quelque chose en lui. Je n'ai pas besoin de grandir en couchant avec la femme d'un ami Claire, dit-il, chaque mot pesé et tranchant. Et si toi tu en as besoin, alors on n'a pas les mêmes valeurs. J'ai cru qu'on les partageait, mais je me suis trompé. Il sortit de la suite, ignorant les supplications de Claire qui le suppliaient de revenir parler. Guillaume tenta de dire qu'il réagissait de façon excessive, mais Émile ne se retourna pas. Il longea à grands pas les allées éclairées du resort jusqu'à son bungalow, attrapa ses clés de voiture et sa valise. 15 minutes plus tard, il roulait seul sur la route en direction de Bordeaux, les mains crispées sur le volant au point que ses jointures blanchissaient. Le trajet de 3 heures fut un supplice silencieux. Mentalement, Émile repassait chaque conversation des dernières semaines, cherchant les signes qu'il aurait dû remarquer. Maintenant, il lui sautait aux yeux avec une clarté douloureuse. Claire avait toujours été fascinée par la littérature, explorant les relations non conventionnelles. Elle adorait l'amant de Lady Chatterley, défendait avec passion Lolita comme un chef-d'œuvre malgré son sujet controversé, et avait récemment lu L'éthique de l'amour, ou un essai similaire sur les relations ouvertes, commentant à quel point c'était libérateur. Il avait cru que ce n'était que des intérêts académiques, la curiosité d'une professeure de littérature explorant des thèmes complexes. Mais non, c'étaient des désirs, des fantasmes qu'elle nourrissait depuis longtemps et pour lesquels elle venait enfin de trouver une occasion de les exprimer. Émile arriva chez eux vers 3 heures du matin, vidé physiquement et émotionnellement. Il alla directement dans la chambre d'amis, incapable même de regarder le lit qu'il avait partagé avec Claire. Il ne dormit pas. Allongé dans le noir, écoutant le silence de la maison, il se sentait trahi d'une manière qui dépassait la simple proposition physique. C'était la froideur philosophique de Claire qui le blessait le plus, la façon dont elle rationalisait le manque de respect, transformant une trahison potentielle en exercice intellectuel de développement personnel. Claire rentra le lendemain vers midi, ramenée par Guillaume et Nathalie. Émile entendit la voiture entrer dans le garage, mais ne bougea pas de son bureau, où il faisait semblant de travailler sur des projets. Elle entra seule, les pas hésitants. Quand elle apparut dans l'encadrement de la porte, ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré. Elle se mit à parler très vite. Ce n'était qu'une suggestion. Elle n'avait jamais imaginé qu'il réagirait si fort. Elle n'avait pas voulu le blesser. Elle avait été influencée par le vin et les idées de Nathalie. Émile la laissa parler, l'observant avec une distance émotionnelle qu'ils ne se connaissaient même pas. Quand elle eut fini, il dit simplement « La suggestion elle-même était la trahison, Claire. Que tu aies pu penser que c'était acceptable de me demander ça, que j'accepterais de te regarder avec un autre homme, montre que tu ne me connais pas, ou pire, que tu te fiches de ce que je ressens. » Elle tenta de protester, mais il leva la main pour demander le silence. « J'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce lundi. Tu peux rester dans la maison le temps qu'on règle les détails, mais je dors dans la chambre d'amis. Je ne veux plus en parler. » Claire se mit à pleurer, disant qu'elle l'aimait, que c'était une terrible erreur qu'elle ne recommencerait jamais. Mais Émile tint bon. Pour lui, l'amour sans respect n'était pas de l'amour. Ce n'était que de la commodité émotionnelle, et il méritait mieux que ça. Les jours suivants furent un brouillard de conversations tendues, de silences lourds et de larmes de Claire. Émile se ferma émotionnellement, fonctionnant en pilote automatique. Aller au travail, rentrer tard, éviter tout contact. Guillaume appela plusieurs fois, mais Émile bloqua son numéro. Nathalie envoya un long message expliquant qu'il n'avait jamais voulu causer de problème, mais Émile le supprima sans le lire jusqu'au bout. La procédure de divorce fut officiellement lancée 2 semaines plus tard. Sans enfant, la partie la plus compliquée fut le partage des biens. Il possédait la maison qu'Émile avait achetée avant le mariage, mais qui avait été rénovée pendant leur vie commune avec des fonds communs. Ils avaient des comptes d'investissement partagés, 2 voitures et des années de vie entrelacées à démêler. L'avocat d'Émile, un pragmatique de 60 ans nommé Arthur, lui conseilla de chercher un règlement à l'amiable pour ne pas prolonger la souffrance. Émile accepta, non par générosité, mais par épuisement. Il ne voulait pas traîner cela pendant des mois. Il voulait tourner la page le plus vite possible. Claire résista d'abord au divorce, demandant du temps pour reconstruire la confiance, mais Émile resta inflexible. Elle finit par accepter quand elle comprit qu'il ne changerait pas d'avis. Ils parvinrent à un accord. Émile gardait la maison puisqu'il l'avait achetée initialement et il y avait des attaches émotionnelles plus fortes.
En échange, il versa à Claire une compensation financière équivalente à la moitié de la valeur actuelle du bien. Elle prit sa voiture et ils partagèrent soit les comptes d'investissement à parts égales. Ce fut clinique, froid, dépourvu de l'émotion qui aurait dû accompagner la fin de 12 années ensemble. Mais c'était la seule façon pour Émile de le supporter. La nouvelle du divorce se répandit rapidement parmi leurs amis communs. Certains prirent le parti de Claire, disant qu'Émile avait été trop extrême, que les couples traversent des crises et qu'il aurait dû lui accorder une seconde chance. D'autres, surtout les amis les plus proches d'Émile, comprirent quand il leur expliqua brièvement ce qui s'était passé. Il ne donna jamais de détails, se contentant de dire qu'il y avait eu une rupture de confiance irréparable. Guillaume et Nathalie tentèrent de se défendre sur les réseaux sociaux, publiant des posts sur le jugement des autres et les gens prisonniers de paradigmes dépassés. Mais cela ne fit que les éloigner davantage du cercle social qu'ils partageaient avec Émile et Claire. Curieusement, quelques mois après le divorce d'Émile, il apprit par une connaissance que Guillaume et Nathalie traversaient eux aussi de graves problèmes. Apparemment, Nathalie avait découvert que Guillaume avait développé de vrais sentiments pour Claire, bien au-delà de l'expérience consentie qu'il avait toujours défendue. Il y avait eu des messages échangés entre Guillaume et Claire après l'échec du week-end, des messages que Nathalie avait trouvés et qui révélaient une intimité émotionnelle, contredisant complètement leur philosophie de séparation entre sexe et amour. Leur mariage était entré en crise, et la dernière nouvelle qu'Émile entendit fut qu'il était en thérapie de couple pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l'être. Il ressentit une satisfaction amère, une confirmation que l'hypocrisie avait été au cœur de tout cet épisode. Claire tenta de reprendre contact quelques mois plus tard. Elle envoya une série de longs messages disant qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie, que cela n'en avait pas valu la peine, qu'elle passait les derniers mois en thérapie pour comprendre pourquoi elle avait saboté leur mariage. Elle affirmait avoir grandi, changé, compris désormais la valeur de ce qu'ils avaient eu. Émile lut les messages, mais ne répondit pas. Il n'y avait plus rien à dire. Ce qu'elle avait fait n'était pas une erreur passagère. C'était une révélation de qui elle était vraiment sous son vernis intellectuel. Et cette personne n'était pas quelqu'un avec qui il voulait passer le reste de sa vie. Émile se concentra peu à peu sur la reconstruction de sa vie. Il se plongea dans le travail, acceptant des projets plus ambitieux qui l'obligeaient à voyager souvent dans d'autres villes. Cela comblait le vide, évitait les nuits solitaires dans la maison qu'il avait autrefois partagée avec Claire. Il se mit à fréquenter régulièrement la salle de sport, non pour rencontrer quelqu'un, mais pour canaliser sa colère et sa tristesse dans quelque chose de constructif. Il perdit du poids, gagna du muscle, se sentit physiquement mieux qu'il ne l'avait été depuis des années. Ce fut lors d'un congrès d'ingénierie civile à Paris, environ 8 mois après le divorce, qu'Émile rencontra Roxane. Elle était architecte spécialisée dans le design durable et présentait un projet innovant de pont intégrant des panneaux solaires dans la structure même. Ils se retrouvèrent à la même table pour le déjeuner du congrès et commencèrent à discuter. La connexion fut immédiate, mais différente de ce qu'il avait connu avec Claire. Roxane était directe, honnête d'une manière simple et désarmante. Quand il mentionna qu'il était divorcé, elle hocha simplement la tête et dit qu'elle aussi, qu'elle comprenait à quel point il était difficile de repartir de zéro. Ils échangèrent leurs numéros et continuèrent à se parler après le congrès. Sa relation avec Roxane grandit lentement, naturellement, sans pression. Elle vivait à Paris, lui à Bordeaux, mais ils parlaient tous les jours. Elle avait des valeurs claires sur l'engagement et la loyauté, forgées par son propre divorce difficile. Émile appréciait cette clarté, l'absence de jeux mentaux ou de philosophie compliquée sur les relations. C'était simple. Ils s'aimaient bien, se respectaient et voulaient y voir où cela pouvait les mener. Il fallut plus d'1 an pour qu'Émile se sente enfin prêt à s'engager à nouveau. Roxane fut patiente, jamais insistante, comprenant qu'il portait des cicatrices. Quand il lui demanda enfin de venir s'installer à Bordeaux, elle accepta. Ils louèrent une nouvelle maison ensemble, décidant de ne pas importer le poids du passé dans leur nouvelle relation. C'était un vrai nouveau départ, une page blanche sur laquelle il pouvait écrire une histoire différente. Émile ne revit jamais Claire en personne après la finalisation du divorce. Il apprit par la même connaissance qui lui avait parlé de Guillaume et Nathalie qu'elle avait quitté le lycée où elle enseignait et s'était installée à Nantes, essayant de recommencer loin des souvenirs de Bordeaux. Il lui souhaita sincèrement de trouver la paix qu'elle cherchait, mais il savait que ce ne serait pas avec lui. Certaines portes, une fois fermées, ne doivent pas être rouvertes. Certaines trahisons, même jamais physiquement consommées, détruisent la confiance de manière irréparable. Avec le temps, Émile apprit à regarder en arrière sans la douleur aiguë des premiers mois. L'expérience lui avait enseigné des leçons précieuses sur lui-même, sur ce qu'il était prêt à tolérer et sur ce qui était non négociable.
Il comprit que la loyauté et le respect n'étaient montés pas des constructions sociales oppressives, comme Claire et ses amis le prétendaient, mais les piliers mêmes sur lesquels les relations authentiques se construisent. Sans eux, tout le reste n'est que du théâtre, une performance creuse d'intimité sans fondation réelle. Il apprit aussi à refaire confiance lentement avec Roxane. Elle ne lui donna jamais la moindre raison de douter, ne parla jamais d'ouvrir leur relation, ni de dépasser une jalousie primitive. Elle était simplement présente, constante, honnête, et cela suffisait amplement. C'était en réalité tout ce qu'Émile avait toujours voulu, mais qu'il n'avait pas pleinement apprécié avant de l'avoir perdue. Parfois, les nuits calmes quand Roxane dormait et qu'il restait éveillé à fixer le plafond, Émile repensait au week-end sur la côte atlantique. Il se demandait si les choses auraient bien pu être différentes, s'il avait remarqué les signes plus tôt, s'il avait prêté plus d'attention aux changements subtils chez Claire. Mais il se rappelait alors une phrase que son avocat Arthur lui avait dite pendant la procédure de divorce. « Ne vous reprochez pas de ne pas avoir vu ce que quelqu'un cachait délibérément. » Claire n'avait révélé ses vrais désirs que lorsqu'elle s'était sentie en sécurité, entourée d'alliés qui valideraient en ses choix. Il n'y avait rien qu'Émile aurait pu faire pour l'empêcher. Ce qu'il pouvait contrôler, c'était sa réponse. Et sur ce point, il n'avait aucun regret. Il avait tenu bon sur sa dignité, ses valeurs, son idée de ce que devait être le mariage. Il n'avait pas accepté les excuses, ne s'était pas laissé manipuler par des arguments philosophiques creux, n'avait pas laissé la culpabilité le faire douter de son propre jugement. Il était simplement parti, avait traversé la douleur et avait continué. Et dans cela, il avait trouvé sa propre forme de victoire. La vie continua, comme toujours. Émile s'épanouit dans sa carrière, concevant des ponts de plus en plus ambitieux et complexes. Il construisit une nouvelle vie avec Roxane, plus solide et plus honnête que celle qu'il avait eue avec Claire. Et même si les cicatrices ne disparurent jamais complètement, elles devinrent partie de son histoire, des rappels permanents qu'il avait survécu, appris et émergé plus fort de l'autre côté. Certaines leçons s'apprennent de la manière la plus dure, mais ce sont aussi celles qu'on n'oublie jamais. Et Émile, enfin en paix avec lui-même et avec ses choix, savait qu'il avait appris la leçon dont il avait besoin, que le respect de soi n'est jamais négociable, et que certaines trahisons, même subtiles, ne méritent qu'une seule réponse. Une sortie digne. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune mise à jour. À bientôt!